L'ONG Reporters sans frontières a dévoilé lundi l'édition 2021 de sa galerie de prédateurs de la liberté de la presse. Parmi les 37 chefs d'État ou de gouvernement prédateurs de la presse figure le ministre hongrois Viktor Orbán. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné la libération de jeunes détenus incarcérés pour avoir appelé ou pris part à des manifestations dans le cadre du mouvement de contestation du Irak. L'Afrique du Sud poursuit la deuxième phase de son programme de vaccination en commençant à vacciner les policiers. Le pays enregistre vendredi un record de 24 000 nouvelles contaminations. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'ONG Reporters sans frontières, RSF, a dévoilé lundi l'édition 2021 de sa galerie de prédateurs de la liberté de la presse. La liste désigne pour la première fois un dirigeant d'un pays de l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán fait partie de ces 37 chefs d'État et chefs de gouvernement qui constituent une menace pour la liberté de la presse dans le monde. Reportage. Les membres de la liste des prédateurs de la liberté de la presse, dont la précédente actualisation remonte à 2016, imposent une répression massive via la mise en place d'appareils de censure, de l'incarcération arbitraire de journalistes, d'incitation à la violence contre ces derniers quand ils n'ont pas directement ou indirectement poussés à leur assassinat, déclare Reporters sans frontières dans un communiqué. Près de la moitié, 17, y figurent pour la première fois aux côtés de vieux tyrans déjà qualifiés de prédateurs par RSF en 2001, à savoir le président syrien Bachar al-Assad, le guide suprême iranien Ali Khamenei, les présidents russes Vladimir Poutine et biélorusse Alexandre Loukachenko, ainsi que les présidents équato-guinéens Teodoro Obiangema Mbasogo, érythréen Isaias Afewerki et rwandais Paul Kagame. Outre Viktor Orbán, qui, selon l'ONG, n'a eu de cesse depuis son retour au pouvoir en 2010 de s'attaquer avec efficacité au pluralisme et à l'indépendance des médias, on trouve parmi les nouveaux entrants le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, auteur d'une répression multiforme et barbare illustrée par le terrible assassinat en 2018 de l'éditorialiste Jamal Khashoggi, mais aussi le président brésilien Jair Bolsonaro, dont la rhétorique guerrière et ordurière à l'encontre de la presse s'est décuplée depuis le début de la crise sanitaire, ajoute RSF. Autre nouveauté, l'apparition de 2 femmes dans la liste, dont la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam. L'autre prédatrice, la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a quant à elle notamment fait passer en 2018 une loi sur la sécurité numérique qui a entraîné des poursuites contre plus de 70 journalistes et blogueurs. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné la libération de jeunes détenus incarcérés pour avoir appelé ou pris part à des manifestations dans le cadre du mouvement de contestation du Irak. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche soir le ministère algérien de la Justice. À l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété des mesures d'élargissement au profit des jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des faits liés à des attroupements et autres actes qui y sont liés, indique un communiqué. Cette mesure de clémence est traditionnelle chaque année à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. 18 prisonniers ont été pris en compte dimanche soir et l'opération se poursuit pour les autres, ajoute le communiqué diffusé par l'agence officielle APS. Le ministère de la Justice n'a pas précisé le nombre de détenus concernés. Plus de 300 personnes sont actuellement en prison en lien avec le Irak et où les libertés individuelles, selon le Comité national de libération des détenus, CNLD, une association de soutien. La majorité d'entre eux sont des jeunes arrêtés dans les semaines qui ont précédé les élections législatives du 12 juin. Plus de 80 ONG algériennes et internationales ont récemment interpellé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à propos de l'escalade répressive des autorités algériennes et de la criminalisation incessante des libertés fondamentales.
Déterminé à briser le Irak, le pouvoir a de facto interdit ces manifestations et multiplié les arrestations et les poursuites judiciaires visant ces militants ainsi que des opposants politiques, des universitaires et des journalistes. Né en février 2019 du rejet populaire d'un 5e mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, le Irak, un mouvement pacifique et sans véritable leadership, réclame un changement radical du système de gouvernance en place depuis l'indépendance. Jusqu'à présent, en vain. Le chef de la junte militaire au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, effectue depuis ce dimanche une visite d'amitié et de travail en France et doit discuter de l'avenir du G5 Sahel et surtout de la situation de la transition actuellement en cours dans son pays. Reportage. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce dimanche matin à destination de Paris pour y effectuer une visite d'amitié et de travail. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué du service de communication de la présidence tchadienne, qui ne livre aucun détail sur le programme. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno se verront ce lundi dans le cadre de la préparation du G5 Sahel. La date de ce nouveau sommet n'est pas encore complètement arrêtée, mais il devrait se tenir autour des 8-9 juin prochains. Mahamat Idriss Déby Itno, ce général 4 étoiles de 37 ans, dirige un conseil militaire de transition de 15 généraux depuis l'annonce le fin avril de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué au front contre les rebelles. Dès le 20 avril, le CMT a proclamé son chef président de la République, dissout le Parlement et le gouvernement et abrogé la Constitution. Il a promis des élections libres et transparentes après une période de transition de 18 mois, renouvelable une fois. La communauté internationale, l'Union africaine et la France en tête ont exigé que cette période n'excède pas 18 mois. Or, fin juin, Mahamat Déby a laissé entendre qu'il n'excluait pas une prolongation. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il ne se constituera pas un prisonnier malgré une condamnation à de la prison ferme par la plus haute cour du pays. Le délai imposé par la justice pour qu'il se rende aux autorités pénitentiaires a toutefois expiré ce dimanche. Reportage. La justice avait donné 5 jours à l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour se rendre dans un commissariat et le pays attendait de voir si l'ancien président allait obéir de lui-même ou serait emmené au cours d'une arrestation spectaculaire par la police. C'est finalement en jouant à nouveau de ses 2 armes favorites, la ruse juridique et le soutien populaire, qu'il s'est acheté un sursis. La Cour a accepté samedi une demande du camp Zuma de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet. Techniquement, cette nouvelle audience ne suspend pas la condamnation, mais Jacob Zuma a estimé qu'ils ne peuvent pas accepter les papiers et attendre de lui qu'il se présente en prison. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'engager le dialogue avec la Cour constitutionnelle. La démocratie constitutionnelle devrait signifier que personne, pas même les juges, n'est au-dessus de la loi, que la Constitution est une loi suprême du sol, où tout acte de conduite non conforme à la Constitution est nul et non avenu. M'envoyer en prison pendant le pic d'une pandémie à mon âge revient à me condamner à mort. La peine de mort a été jugée inconstitutionnelle en Afrique du Sud en 1995 au prix de mes propres sacrifices et de ceux de millions de Sud-Africains. Pour le politologue sud-africain Ralph Matega, ces derniers rebondissements sont un non-sens. C'est embarrassant pour le pays et ça se produit simplement à cause d'une menace d'instabilité politique. Si les autorités ne finissent pas par l'arrêter, l'Afrique du Sud sera considérée comme un État défaillant dans lequel l'État de droit ne s'applique pas. Avertit Ibrahim Fakir, un autre politologue. On reste en Afrique du Sud où se poursuit la deuxième phase du programme de vaccination contre Covid-19. Cette vaccination a commencé avec les forces de l'ordre et un peu partout sur le continent africain avec la menace du variant Delta. Reportage. Plus de 36 000 contaminations quotidiennes ont été recensées ces 7 derniers jours en Afrique, un nombre record sur le continent depuis le début de la pandémie.
Avec 36 141 cas quotidiens en moyenne sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, la flambée épidémique actuellement observée en Afrique a dépassé les 32 609 contaminations par jour, enregistrées entre le 5 et le 11 janvier dernier lors du précédent pic épidémique. Après être descendu sous les 8 000 cas quotidiens mi-mai, le nombre de nouvelles contaminations ne cesse de grimper sur le continent africain depuis 6 semaines. Il a encore augmenté de 23% entre le 28 juin et le 4 juillet par rapport à la semaine précédente. Parmi les pays ayant enregistré plus de 1000 contaminations quotidiennes, les principales hausses ont été observées au Zimbabwe, en Tunisie et en Afrique du Sud, où se concentre plus de la moitié des nouveaux cas détectés sur le continent. L'Afrique subit également une forte hausse du nombre de décès dus au Covid-19. 748 décès quotidiens ont été enregistrés ces 7 derniers jours en moyenne, en hausse de 43% sur une semaine. Mais ce nombre est inférieur à la semaine la plus meurtrière sur le continent, avec 906 décès par jour entre le 18 et le 24 janvier. En ce qui concerne la vaccination contre le Covid-19, le continent est celui où les campagnes sont les moins avancées. Seules 3,66 doses ont été administrées pour 100 habitants en Afrique, contre 100,26 aux États-Unis et au Canada, 68,3 en Europe, les 2 régions qui ont le plus vacciné, ou encore 23,99% en Océanie, avant-dernière région en la matière. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.